Eh bien bonjour. Alors, je vous, propose, une série de 2 conférences qui ont été données à l'association Claude Bernard, heu, qui, comportent 2 parties. Alors il y a une partie d'explication sur comment protéger, son cerveau quand on est jeune, voire pendant la vie fœtale, durant la grossesse. Et puis ensuite, on fera une seconde partie, sur, comment protéger son cerveau, lors de l'âge mûr. Et les 2 sujets, à mon avis, sont extrêmement intéressants. Par exemple, concernant, heu, la protection cérébrale, quand on est jeune, on est parfois, interrogé sur le comportement de certains enfants, de certains adolescents, qui, n'ont pas beaucoup d'appétence pour les apprentissages, ce qui habituellement, désole les parents et qui peut mettre, leur avenir effectivement, en question. Alors, lien d'intérêt, eh bien, nous avons avec le docteur Marc Lilot un master 1 sur la neurophysiologie des apprentissages à l'université Lyon 1, d'une part, et d'autre part, avec, le même collègue, nous avons, édité un livre, l'an dernier sur, apprendre de la synapse, on reparlera tout à l'heure des synapses, donc de la synapse à la classe, à la classe telle que nos enfants et nos adolescents vont ou devraient aller normalement. Alors, nous allons utiliser évidemment les données acquises de la science et essentiellement comment prévenir des atteintes cérébrales. Alors soit individuellement, par la connaissance que les parents et que les jeunes peuvent avoir du fonctionnement de leur cerveau. Et puis également, il y a des questions qui s'adressent directement au pouvoir public, telles que la pollution, etc. On envisagera très rapidement, bien entendu, les 2 aspects, en se limitant à des éléments factuels sur les atteintes cérébrales les plus fréquentes. Donc nous allons nous limiter à ce qui paraît vraiment acquis au niveau scientifique. Alors nous aborderons très rapidement qu'est-ce que c'est que le cerveau. Le cerveau, tout le monde connaît, mais on ne sait pas toujours que c'est un organe extrêmement fragile, qui a un gros avantage, c'est qu'il sait s'adapter grâce à ce qu'on appelle la plasticité, qui intervient grâce à des connexions entre les neurones, ce qu'on appelle justement les synapses dont nous parlions tout à l'heure. C'est un organe très bien vascularisé, parce qu'il consomme beaucoup d'oxygène, il a besoin de beaucoup de sang chaque minute, ce qui fait aussi qu'il est très dépendant de la qualité des artères cérébrales. Et ce sera là-dessus que la prévention, notamment pour les seniors, pourra jouer. Et puis enfin, c'est malheureusement un organe perméable qui fait qu'il est exposé à tout un tas de toxiques et à des agents polluants. Voilà, alors nous parlerons essentiellement de prévention. Dans cette première partie, prévention pendant la grossesse, comment éviter des toxiques, comment optimiser son alimentation pour la femme enceinte, et puis pour l'enfance et l'adolescence, les traumatismes. Nous payons, nos jeunes paient un lourd tribut, la société paie un lourd tribut aux traumatismes qui surviennent principalement chez les jeunes et notamment chez les garçons. Et nous dirons un mot également sur les différentes addictions, sur les troubles du sommeil, qui ne sont pas rares chez les jeunes. Et puis, qu'en est-il de la place de la lecture, qui paraît quand même extrêmement importante, mais qui est le parent pauvre actuellement de notre jeunesse. On dira un mot également des réseaux sociaux qui concernent beaucoup les jeunes. Et puis nous terminerons par une problématique tout à fait concrète qui est comment changer ses habitudes parce que beaucoup de choses sont des questions d'habitude et on verra que c'est pas très facile de changer ses habitudes. Alors les sources sont des sources scientifiques, des revues médicales bien connues et des articles qui sont triés sur le volet, je dirais, depuis 2020. Apprendre, apprendre, c'est pas si facile. Jacques Brel disait dans sa chanson La Fanette, faut dire qu'on ne nous apprend pas à se méfier de tout. Et c'est vrai qu'il faut savoir se méfier d'un certain nombre d'informations, nous y reviendrons.
Vous avez peut-être, parcouru un article du Monde du début de l'année, qui disait que le corps, était un écosystème, que le cerveau, a une composition qui dépend de ce que nous absorbons, notamment de la nourriture. 2 exemples, si on manque d'iode, notamment pendant la grossesse, et c'était le cas jusqu'au 19e siècle dans les Savoies, eh bien, on a un trouble du développement cérébral du fœtus qui est irrattrapable par la suite. C'est ce qu'on appelait les crétins goitreux des Alpes, qui ont disparu le jour où on a mis de l'iode dans l'alimentation de ces populations. Et puis nous parlerons également, par exemple, de certains polluants. On retrouve des matières plastiques dans le cerveau de nos contemporains, probablement que ça n'aide pas beaucoup à la réflexion. Et bien sûr, le cerveau se développe à condition qu'il reçoive les bons stimuli, donc importance notamment dans la petite enfance. Rapport qui a été fait par un grand monsieur, Boris Cyrulnik, en 2020, qui malheureusement est passé largement inaperçu. Ce rapport s'appelait Les 1000 premiers jours, là où tout commence. Effectivement, ce groupe de travail partait de la conception de l'individu, de la fécondation de l'ovaire, et comptait 1000 jours qui sont des jours capitaux. On sait maintenant qu'il y a 200 000 connexions neuronales nouvelles qui surviennent chaque minute pendant ces 1000 premiers jours. Donc, vous voyez l'importance que ces connexions se fassent bien. Alors, la grossesse, on sait que c'est une période extrêmement à risque, non seulement pour la maman, mais aussi pour le fœtus, parce que c'est la période où le cerveau fœtal se développe, bien sûr, le plus rapidement, avec une sensibilité à beaucoup de toxiques, malheureusement. Alors bon, l'alcool, je crois que tout le monde connaît, il y a eu beaucoup de campagnes depuis un siècle et demi, mais aussi des choses moins connues, le monde des perturbateurs endocriniens, et puis les pesticides, pour certains d'entre eux qui sont des toxiques cérébraux. On ne parlera pas de toxicité cancérogène, mais en ce qui concerne le cerveau, on sait que le chlordécone est un polluant qui a servi de pesticide pour les cultures de bananes dans les Antilles. Et puis des produits également qui sont bien cités par l'ANSES, notre agence nationale qui s'occupe de ces problèmes, par exemple les pyrétrinoïdes, qui sont également toxiques, notamment pour le cerveau. Alors, on n'a pas forcément des relations de cause à effet, mais on a beaucoup de liaisons. Par exemple, on sait qu'il y a une liaison entre le régime occidental, tel qu'on connaît, avec relativement beaucoup de viande, de charcuterie, etc., pendant la grossesse, et d'autre part, les troubles du neurodéveloppement, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, et même l'autisme. Donc on sait qu'il y a une corrélation. Et évidemment, l'importance de l'éducation, là j'enfonce des portes ouvertes, mais on sait que plus on va avoir une formation poussée, moins on sera à risque de démence pendant la deuxième partie de la vie. Pendant cette période d'éducation, c'est là où on prend ou on ne prend pas les bonnes habitudes. Alors bon, habitudes d'activité physique, habitudes de sommeil régulier, etc. C'est vraiment là où on acquiert des habitudes dont on aura des difficultés à se départir à l'âge adulte, malgré tout. L'alimentation, et on sait que le rôle notamment des mamans est très important en communiquant du savoir-faire culinaire aux petites filles, mais aussi aux petits garçons. Il y a des études là-dessus. Et puis donc on va insister sur les traumatismes qui ne sont pas si rares pendant l'enfance. Alors il y a le syndrome des enfants secoués, hein, c'est le nourrisson qui pleure, les parents qui sont irrités,
et cet enfant secoué va avoir des lésions cérébrales qui sont bien connues des pédiatres à présent, mais qui laisseront souvent des séquelles définitives. Et puis, bien évidemment, je vais faire un plaidoyer pour le port du casque chaque fois qu'on a une activité à risque, type les 2 roues, mais aussi dans d'autres sports, tous les sports violents où le casque peut protéger. Et puis, de manière générale, maintenir un poids sain dès l'enfance, dès l'adolescence, ça aide à l'âge adulte à être en bonne santé. Alors ça passe par une activité physique, mais sans excès. Éviter les aliments ultra transformés. Donc c'est des aliments qui sont quand même très très utilisés à l'heure actuelle, et on sait maintenant de sources sûres, je dirais, la nocivité de beaucoup de ces aliments. Et puis les écrans récréatifs, on connaît évidemment la nocivité des écrans chez les enfants. On fait appel maintenant à l'enquête PISA, qui est faite régulièrement par l'OCDE, c'est-à-dire, on va dire, l'association des 80 pays les plus favorisés dans le monde, qui évalue le niveau intellectuel des adolescents de 15 ans, niveau en mathématiques, en compréhension de l'écrit, niveau en sciences. Et malheureusement, notre pays a baissé dans ce classement. Et il a été relégué à la 23e place. Bon, vous voyez qu'il est quand même dans le milieu du il est dans le milieu du peloton, avec une caractéristique qui est une grande disparité entre les meilleurs et les moins bons. Mais en moyenne, on n'est pas très bon, on a reculé malheureusement. Et là, il faut insister, avec d'autres d'ailleurs, hein, qui s'intéressent à cette question, sur l'importance du sommeil chez les enfants et chez les adolescents. Alors vous avez ici dans ce schéma le temps moyen nécessaire aux individus pour avoir un comportement normal pendant la journée, notamment pour pouvoir suivre en classe. Et on voit que par exemple, vers l'âge de 15 ans, eh bien, il faut une dizaine d'heures de sommeil. Et évidemment, ça peut être perturbé, notamment par l'utilisation des écrans le soir. Un autre chapitre qui est malheureusement souvent ignoré, c'est l'importance de la lecture dans le développement cérébral de l'enfant et de l'adolescent. Déjà, Victor Hugo disait « lire, c'est boire et manger ». Il avait évidemment bien compris l'importance de la lecture. Et ceci est retrouvé par l'exploitation de l'enquête PISA, une grosse enquête, qui montre la chose suivante. En fonction du type de lecture habituel de l'enfant, eh bien, les résultats de PISA à 15 ans, donc le niveau intellectuel moyen, est différent, avec un avantage pour ceux qui lisent des livres fictionnels, avec souvent la possibilité de s'identifier par la lecture à d'autres personnes. Donc là, ils ont 26 points de plus dans l'enquête PISA, par exemple, que ceux qui ne lisent pas ou alors lisent seulement des magazines ou des BD. Et donc après, il y a des situations intermédiaires, les livres non fictionnels, etc., la lecture des journaux. Ce n'est pas nul, mais c'est moins bien que lire des livres fictionnels, des romans, etc., et non pas des BD qui ont peu d'intérêt, en tout cas vis-à-vis du classement PISA. Et puis il y a évidemment des différences entre gros et petits lecteurs. Alors, autre chose, ce sont les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui préoccupe souvent les parents. Alors je préciserai l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes, et on commence à avoir une littérature sérieuse, par exemple cet article de Pugnot qui est paru en 2025, qui montre l'influence
néfastes des réseaux sociaux. Alors non seulement pour diminuer le temps de sommeil, mais aussi qui provoque une véritable addiction avec une propension à avoir une satisfaction immédiate. Donc toutes les caractéristiques des drogues addictives. Voilà, alors bien sûr, depuis longtemps, les pédiatres nord-américains recommandent de ne pas utiliser les écrans, quels qu'ils soient, avant 6 ans. En France, on a beaucoup moins insisté, on a beaucoup de retard, mais il existe un rapport qui, j'espère, sera bien diffusé. Concernant le sport, on va dire à dose modérée est tout à fait bénéfique, sauf s'il devient violent et il faut faire attention aux traumatismes qui peuvent survenir dans différents sports. On connaît le devenir de Chabal, qui évidemment ne se souvient, enfin évidemment, qui a avoué récemment de ne plus se souvenir d'aucun de ces matchs. Voilà, parce qu'il a eu de nombreux traumatismes qui sont passés inaperçus. Euh, et on sait maintenant que ces traumas sportifs laissent des séquelles, on les voit très bien dans les techniques d'imagerie fine, en IRM, au bout de 12 mois de pratique sportive. Et puis notre ami Gérald Ravero, un Lyonnais, a mis en évidence des déficits hypophysaires chez ces micro-traumatisés par le sport. On sait que on a une double peine lorsqu'on subit un traumatisme crânien. Non seulement on va avoir des troubles de conscience pendant quelques semaines, mais on aura des séquelles possiblement à vie, avec une plus forte fréquence d'un certain nombre de maladies neurologiques, comme montre cette enquête sur plus de 10 000 traumatisés crâniens. Quand on les compare à 10 000 personnes qui n'ont pas eu de trauma crânien, on s'aperçoit que les premiers ont eu plus de maladies neurologiques, mais aussi plus de dépression. En bleu, en haut, vous avez chez les garçons, en dessous, en orangé, vous avez chez les filles, et encore en dessous, vous avez en grisé dans une population normale. Donc vous voyez la fréquence de la dépression qui est effectivement beaucoup plus importante chez les anciens traumatisés crâniens, mais aussi des pathologies gravissimes telles que la schizophrénie et les psychoses dans leur ensemble. Il est important de diagnostiquer les troubles du neurodéveloppement et également la dépression chez les jeunes, parce que si on traite précocement, eh bien, on va pouvoir éviter un certain nombre de conséquences sur la vie ultérieure de ces jeunes. Alors, les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire autisme, tous les troubles 10, troubles de l'attention, en France, concernent 2 à 3 millions de personnes, avec des retards diagnostiques extrêmement fréquents qu'il faudra compenser en payant 28 milliards d'euros dans les années suivantes. C'est une étude qui est sortie en février 2025. Et puis on sait que malheureusement, 20% des 18-25 ans sont dépressifs, avec les conséquences à court et long terme que vous imaginez. Et effectivement, ici schématisé, vous avez les conséquences à gauche d'un certain nombre de troubles de l'apprentissage, de troubles oppositionnels vis-à-vis de l'entourage, troubles des conduites, etc., avec des conséquences à moyen terme, mais aussi à long terme avec notamment une tendance à l'isolement social, à l'instabilité de vie, à la propension plus élevée aux addictions, à une propension plus élevée à la délinquance et globalement des difficultés d'insertion professionnelle. Donc vous voyez, tout ceci est lié. Un autre chapitre, c'est les addictions.
des addictions qui ne concernent pas que les jeunes, il faut bien le dire. Et là, bon, évidemment, il faut parler de l'alcool, mais aussi du tabagisme, des stupéfiants et peut-être qu'on ne s'attend pas à les trouver ici, les aliments ultra transformés qui sont classiquement mis dans les addictions, puisqu'ils présentent aussi toutes les caractéristiques des addictions. Alors, l'alcool, bien entendu, avec des campagnes qui sont tout à fait salutaires pour lutter contre ce fléau, et de fait, globalement, là, on assiste à une diminution de la consommation d'alcool globale dans notre pays. Donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, le tabagisme, eh bien, c'est une addiction qui persiste malgré un certain nombre de mesures telles que l'augmentation du prix des cigarettes. Et là, on décrit à cette occasion ce qu'on appelle l'agnotologie, qui est l'étude de la production culturelle, écoutez bien, production culturelle de l'ignorance et du doute. Alors, ceci, malheureusement, est commun, grâce, si je peux dire, à l'industrie du tabac, avec des campagnes Anything but cigarettes, pour tentative d'innocenter le tabac sur ses conséquences en termes de cancer, en termes de bronchite chronique et en termes de conséquences cérébrales. Et ceci est actuellement amplifié par le président des États-Unis qui a tendance à minimiser le rôle de cette grande agence qui est la FDA, qui avait pour but depuis des dizaines d'années de classifier les aliments, mais aussi les médicaments, en produits plus ou moins intéressants. Et on assiste malheureusement à des campagnes qui attaquent des sciences comme la climatologie et même la séismologie, la prévision des séismes. Donc c'est des choses qui sont relativement inquiétantes. Alors, on ne va pas parler ici des drogues, si ce n'est que pour dire que la légalisation du cannabis dans un certain nombre de pays, comme des États du Canada, ici l'Ontario, en 2018, bien, il y a toujours une association avec une recrudescence d'accidents de circulation, mais aussi de nouveaux cas de schizophrénie. Et vous voyez que on a eu un triplement des nouveaux cas de schizophrénie en Ontario après la légalisation du cannabis. Voilà, les aliments ultra transformés, bien sûr, il faut le savoir. Il y a quelques campagnes qu'on peut trouver parfois un peu hors sol, mais qui reposent sur des arguments scientifiques. Et il existe maintenant une classification des aliments en fonction de leur ultra transformation ou pas. Les produits ultra transformés, bon, c'est un petit peu le schéma de droite, là vous voyez un petit peu quels sont les produits en question. Eh bien, c'est ceux qui peuvent avoir un retentissement, notamment cérébral, de façon directe ou indirecte, délétère. Un mot sur les boissons sucrées qui ont été encore mises à l'honneur lors des Jeux olympiques de 2024. Et on sait maintenant qu'un cas de diabète de type 2, ce qu'on appelait le diabète gras jadis, donc un cas sur 10 est associé à la consommation de boissons sucrées dont la publicité nous entoure. Là, c'est des revues telles que Nature qui publient et qui continuent à publier sur le sujet. Alors pour lutter contre l'alimentation délétère, on a des applications qui sont à disposition mais qui ne sont pas suffisamment utilisées. Ce sont des applications gratuites. Alors il y a celle de l'UFC Que Choisir, ce qu'on appelle le Nutri-Score depuis pas mal d'années, qui a l'avantage de donner des produits concurrents plus acceptables. Et il y a également une application, la privée, celle-là, qui s'appelle Yuka, qui est assez intéressante. Alors toutes ces applications sont très controversées
dans l'opinion publique parce qu'évidemment, ça déplaît beaucoup à l'industrie alimentaire. Une chose intéressante, publiée en 2023, c'est le syndrome de déficit énergétique relatif chez les jeunes sportifs. En un mot, une faible disponibilité énergétique, c'est-à-dire des jeunes qui font un sport souvent haut niveau, qui ne consomment pas suffisamment d'aliments énergétiques, ont un déficit qui peut retentir sur différents aspects de leur organisme, mais en l'occurrence, qui peut occasionner une baisse des performances et des capacités cognitives. C'est l'étoile bleue que j'ai mis en bas à droite. Et ça, c'est très peu connu, mais il y a certains jeunes sportifs, on va dire, qui en font un peu trop et qui s'alimentent insuffisamment, avec des performances qui peuvent être évidemment entachées et des séquelles qui peuvent être définitives, y compris sur le plan cérébral. Comment former des jeunes? Eh bien, il y a un certain nombre d'études qui sont pas très nombreuses, mais qui ont été publiées et qui sont quand même intéressantes, qui laissent un espoir certain. Par exemple, chez les étudiants brésiliens, le fait d'organiser des ateliers de cuisine pendant 3 années peut faire progresser leur performance en cuisine, en savoir-faire la cuisine, comme vous le voyez sur le schéma de gauche. Leur score de performance va augmenter au bout de quelques mois de travail et se maintenir à 3 ans. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est des messages d'espoir. Et puis, c'est corroboré chez ces mêmes étudiants par la présence de davantage de fruits et légumes dans leur alimentation. Donc, toutes des choses, nous le verrons tout à l'heure, qui sont bénéfiques pour la santé, y compris la santé mentale. Alors, donc, en conclusion, on sait que les troubles du neurodéveloppement représentent une charge croissante pour les individus et pour la société. Les mesures préventives permettraient, conditionnelles, d'en éviter à peu près la moitié, d'après les estimations scientifiques sérieuses. Mais cette prévention est délicate à mettre en œuvre parce qu'elle nécessite souvent des changements de comportement, d'habitude. Et puis, effectivement, ces changements ne vont pas de pair avec les intérêts des lobbies industriels, notamment alimentaires ou fabricants de tabac. L'école, elle, a beaucoup de choses à faire. Les enseignants sont souvent débordés et donc son rôle est limité. Par contre, c'est la famille qui devrait prendre en charge un certain nombre de mise en place de bonnes habitudes parce que pour changer ses habitudes, pour améliorer son comportement, eh bien on a besoin, l'individu a besoin d'un soutien social, familial, entre amis, etc. Et ce soutien social doit être vraiment important et chacun a sa part de responsabilité. Voilà. Alors, c'était Charles Baudelaire qui, à propos de nos synapses, maintenant on sait ce que c'est, eh bien, disait ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. Il disait ça en 1867, vous voyez, donc ça témoigne même d'une connaissance de la neurophysiologie. Je vous remercie